Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Avec Sandy Boulanger, nous accueillons Flore, chérie. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour. Et je vais donc, vous parler d'un sujet qui reste dans la thématique que vous évoquez aujourd'hui, puisqu'il s'agit de parler des handicapés de l'amour. Et s'il y a bien une catégorie de la population qui devient de plus en plus, alors je ne vais pas dire handicapée, mais angoissée par la découverte d'un premier amour, c'est la catégorie des 18-24 ans. On sait déjà que c'est une population qui connaît une hausse d'abstinence sexuelle. 28% des jeunes n'ont pas eu de rapport en 2023, le chiffre le plus haut qu'on a connu depuis 50 ans. Et ce chiffre, il est à mettre en parallèle avec une grande étude IFOP qui nous apprenait juste le mois dernier que 74% des jeunes, donc près les 3/4, étaient stressés avant une première rencontre, donc 41% systématiquement. Et ce sont les jeunes femmes qui sont les plus inquiètes. Le taux monte à 81% dans cette catégorie, quand il atteint même 91% chez ceux qui utilisent les applications de rencontres. Preuve bien que la dating fatigue, c'est-à-dire ce sentiment de lassitude à utiliser les moyens de rencontres virtuelles, se traduit aussi en chiffres. La plus grosse crainte, en particulier chez les femmes, c'est celle de ne pas plaire à son nouveau partenaire. 95% des femmes sont dans ce cas quand elles vont à un premier rendez-vous. Donc un premier rendez-vous par pas les applications. Vraiment, on va à un premier rendez-vous amoureux et dans 95% des cas... Ça a toujours été comme ça. Hein. Enfin, les femmes sont toujours persuadées qu'elles ne sont pas assez je ne sais quoi. Oui, exactement. Et donc là, on a vraiment ce chiffre qui montre que c'est une écrasante majorité. Moi, je la mettrais aussi en parallèle avec la consultation des réseaux sociaux. Il y avait une grande étude en 2019 publiée sur The Lancet qui portait sur 10 000 jeunes américains qui montrait qu'il y avait vraiment une corrélation entre la mauvaise image corporelle de soi et l'utilisation des réseaux sociaux, et que c'était particulièrement vrai chez les jeunes filles. Donc je pense que les réseaux sociaux n'arrangent rien à la situation. La deuxième difficulté qu'on remarque dans cette étude IFOP, c'est lors d'une première rencontre amoureuse, c'est l'appréhension à découvrir une nouvelle personne, à se confronter à l'inconnu. Et on peut le comprendre parce que cette génération des 18-24 ans, c'est une génération qui reste beaucoup plus à domicile que les aînés. Elle a l'habitude d'avoir accès au monde extérieur depuis son canapé. On pense à la culture, au travail ou simplement faire ses courses. Maintenant, tout peut être fait en ligne. Et aussi parce que c'est une génération qui peut avoir des opinions de plus en plus divergentes sur les rapports amoureux, notamment par le système très morcelé de l'accès aux médias via les réseaux sociaux qui peut créer une bulle de croyances. Un sondage IFOP de 2022 montrait que 2/3 des jeunes hommes souhaitaient être déconstruits quand l'opposé, 1/3 des jeunes hommes adhéraient aux valeurs traditionnelles très viriles. Donc dans ces conditions, la rencontre à l'autre et son aléa ne permettent pas toujours une réelle sérénité. On accuse souvent les écrans d'être une forme de nouvelle libido offerte aux jeunes parce qu'elle stimulerait le système de dopamine, un petit peu comme le plaisir sexuel. Mais je pense que les écrans sont plus accusés sur le domaine du temps d'espace mental disponible. Ils volent plus de l'attention introspective, c'est-à-dire du temps pour se reconnecter à son monde intérieur, à sa libido, que réellement est en concurrence avec le plaisir sexuel. La santé mentale des jeunes a d'ailleurs été érigée comme grande cause nationale par le Sénat en ce début 2024. Peut-être une bonne nouvelle pour que les jeunes retrouvent la fièvre de leurs aînés lorsqu'ils allaient gaiement courtiser au bal du village. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, même si, encore une fois, c'est pas politiquement correct, mais il y a eu des époques où on se sautait dessus sexuellement et puis on se posait pas de questions. Alors après, bien sûr qu'il était temps qu'on respecte les femmes et qu'on leur saute pas dessus si elles n'ont pas envie, mais cette sorte d'idée qu'il faut pas non plus tout de suite peut-être, etc., finit par mettre une distance, et je pense que ça c'est un peu problématique quand même, mais je ne sais pas comment on va pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens. Quoi. On a une période d'adolescence qui a énormément bougé aussi. Enfin, on était à peu près 4 ans d'adolescence, donc de chamboulement, pas que hormonal, mais aussi cognitive, il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, on passe à 15 ans. Et c'est pas juste dans les faits, hein, c'est que ce changement hormonal et cognitif est effectif au moins jusqu'à 15 ans. Donc c'est-à-dire que toute cette construction identitaire, avec toute cette masse d'informations, pas toujours vérifiables d'ailleurs, et puis pas toujours juste,
ils n'ont pas beaucoup d'outils en fait de gestion de l'information. Donc il y a un grand buffet devant, mais ils n'ont pas encore l'estomac. Ils ont leurs réseaux sociaux, mais comme vous le dites très justement, Flore Chéri, ils sont dans leurs croyances et ils vont trouver toujours sur le réseau social, n'importe lequel, quelqu'un qui va répondre à leurs croyances. Et donc ils restent accrochés à leurs croyances et c'est malheureusement dans la rencontre de l'autre que nos croyances, elles sont bousculées, bien sûr, et qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Oui. Et ça devient de plus en plus difficile. Enfin, je pense que si on s'enferme dans l'algorithme des réseaux sociaux et que l'on considère que c'est ça la représentation du monde, oui, il y a un danger à évidemment s'ouvrir au monde réel qui a son lot d'aspérité, de gens qui pensent différemment. Qui peut faire mal, mais qui est nécessaire à comprendre, à la vérité aussi, bien sûr. Donc ça, c'est important. Et puis, on est surtout sur une génération qu'on appelle la génération un peu cocooning, c'est-à-dire qui a commencé dans les années 90 et qui s'est développée avec l'apparition d'Internet. Vous avez connu, vous, une époque, très certainement, où vous alliez dehors, où vous alliez au théâtre, au cinéma, où vous sortiez. On remarque que les jeunes sortent un tiers de moins de temps que leurs aînés. Il y en a quand même beaucoup qui sortent encore, heureusement. Oui, mais on le chiffre à peu près à un tiers de temps en moins. Oui. Donc ça pose une vraie question sur le rapport au dehors, surtout quand on sait, et notamment on l'a vu pendant le confinement, que rester seul chez soi induit la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Plus on reste chez soi, plus on a peur bien sûr. Des gens à l'extérieur. Donc c'est pas forcément sain, même pour la représentation mentale du monde. Bon, si, moi, vous me connaissez quand même, je suis toujours très optimiste, oui. Parce que dans tout changement de codes sociaux, il y a toujours un moment chaotique. Enfin, on l'a vu à la libération sexuelle, et puis après on est redevenu un peu plus sage, mais quand même plus haut que ce qui était avant. Donc là, je pense aussi qu'on a des codes sociaux qui évoluent, des modes relationnels qui évoluent, avec des outils technologiques juste extraordinaires. C'est peut-être un peu comme si on se retrouvait avec un permis de conduire tout neuf, tout beau, au volant d'une Porsche, d'une Ferrari, de toutes les autres marques qu'on peut citer en même temps. C'est ça aussi, c'est cet apprentissage-là, mais moi je suis assez confiante aussi sur le fait que ça va bouger. Rappelez-vous comment nos parents et nos grands-parents à tous pouvaient nous dire « Ah là, mais tu fais n'importe quoi, tu sais pas faire ». On a tous connu ça finalement, donc on continue de dire que les jeunes... de notre génération a toujours critiqué s'inquiéter pour la jeunesse, c'est vrai. Bien sûr, et puis moi je pense que de toute façon c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fera la société de demain. Et donc, indéniablement. C'est sûr ça. Sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même une montée de l'anxiété chez les jeunes qui est préoccupante pour que ce soit une cause nationale et pour que le Sénat vote dessus et mette des moyens. Ils l'ont pas fait sur les générations précédentes. Donc là, on est quand même sur un cas qui est quand même assez spécifique. Il faut quand même surveiller. Je suis pas. Enfin, que dans l'avenir ça s'arrangera, je suis d'accord, mais pour l'instant il y a quand même un vrai phénomène inquiétant qu'il faut mais vous voyez, il y a des festivals qui sont maintenant faits. Donc j'ai beaucoup participé au festival Facette, pour le citer, qui est fait par et pour les jeunes, sur la santé mentale des jeunes, avec de nombreux ateliers de soutien. Donc j'y fais la partie santé sexuelle. Mais je crois aussi que maintenant les jeunes s'emparent de leurs problématiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus non plus dans une attente d'une société qui va leur apporter des outils. Je crois aussi qu'il y a des mouvements comme ça qui sont là pour créer ce qu'ils ont à construire. Il y a des tas de jeunes qui vont très très bien, et mais il y en a plein qui vont pas bien, mais qui se soulèvent. Il y a des tas de jeunes qui sortent, etc. C'est parce que il y a pas de souci là-dessus, mais il y a quand même un grand nombre de jeunes qui ont vraiment des problèmes, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut pas oublier quand même, on a fait il y a 10 jours une émission sur les familles monoparentales, beaucoup de familles monoparentales vont très très mal. Enfin, non, il y a tout un il y a beaucoup de raisons qui font que c'est pas si facile aujourd'hui de grandir dans une famille équilibrée avec des bons repères, etc. Donc oui, c'est un peu... oui, c'est un fait. Et aussi, je pense qu'il y a des jeunes maintenant qui commencent aussi à prendre à bras le corps, justement, ces problématiques-là, justement parce qu'ils en sont victimes, ils en souffrent.
et notamment dans les santé mentales. Moi, ce que je trouve prendre le relais. positif, c'est surtout qu'on est dans un monde où on s'inquiète vraiment de ces sujets-là et qu'on les laisse pas à l'abandon, et notamment les gouvernements ou les politiques de divers bords qui s'inquiètent de ces sujets, qui les pointent du doigt et qui trouvent des solutions concrètes pour y répondre. Alors, est-ce que ça va marcher, pas marcher, mais en tout cas... Sauf que quand je parle avec des psychiatres ou des personnes qui s'occupent des jeunes, ils sont débordés. Il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à trouver de consultation, donc c'est pas... Il y a un problème de santé aussi, du système de la santé qui est un peu à l'abandon. On manque bon, de professionnels de santé. Soyons positifs. Après tout, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Hein. Tout à fait. Et si vous avez envie de sortir, eh bien, je vous conseille d'aller voir le jeudi soir la pièce qu'a écrite Flore Chéry, 5 à 7. Hein, c'est au Suite Paradise, 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Voilà, et puis vous retrouvez évidemment Flore Chéry aussi sur union.fr. Merci. Merci Flore.